Tension en perspective dans la guerre en Ukraine. La Russie vient de déclencher une manœuvre militaire audacieuse qui pourrait bien provoquer l'hydre de Washington. La semaine prochaine, des navires de guerre, accompagnés d'un redoutable sous-marin nucléaire, seront sur l'île de Cuba et ravivent les souvenirs de la crise des missiles de 1962. Cette décision stratégique marque un tournant dans les relations internationales. La Russie de Vladimir Poutine montre une fois de plus sa détermination à affirmer sa puissance militaire sur la scène mondiale. Une réponse au coup de menton de l'OTAN dans la guerre en Ukraine. En choisissant Cuba, un allié historique en Amérique latine, Moscou lance un signal fort aux États-Unis et à leurs alliés de l'OTAN. La situation actuelle, déjà tendue par les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, atteint un nouveau sommet d'incertitude. L'envoi de ces navires et de ce sous-marin nucléaire pourrait être perçu comme une réponse directe aux sanctions occidentales et à l'expansion militaire de l'OTAN près des frontières russes. Le déploiement de cette force navale soulève de nombreuses questions. Mais pourquoi maintenant? Quels sont les objectifs réels de la Russie? S'agit-il simplement d'un exercice militaire ou d'une démonstration de force visant à redéfinir les lignes rouges de l'influence mondiale? Les spéculations vont bon train. Certaines sources évoquent des discussions secrètes entre Moscou et la Havane, visant à renforcer leur partenariat stratégique et militaire. D'autres pensent que ce déploiement pourrait être une diversion, un écran de fumée pour des opérations ailleurs. Le climat est électrique. Les réactions internationales ne se sont pas faites attendre. Washington, déjà sur les nerfs, a promis de surveiller de près la situation, rappelant que toute menace envers ses alliés ou ses intérêts serait prise très au sérieux. Les Européens, quant à eux, appellent au calme et à la diplomatie, espérant éviter une escalade incontrôlable. C'est un pas de plus vers l'internationalisation du conflit, moins de 48 heures après la mise en garde de Vladimir Poutine contre l'Occident. Le chef du Kremlin menace aussi de fournir des armes à des pays tiers pour riposter aux missiles ukrainiens, tout en niant toute ambition impériale ou l'intention d'attaquer l'OTAN lors d'une récente rencontre avec la presse lors du forum de Saint-Pétersbourg. La semaine prochaine s'annonce donc cruciale. Alors que les navires russes se dirigent vers les eaux cubaines, le monde entier retient son souffle. Cette initiative audacieuse pourrait bien déclencher une série de réactions en chaîne aux conséquences imprévisibles. Belgorod, le gigantesque sous-marin russe, sort d'usine après 30 ans de fabrication. Sous-marin Belgorod, c'est un géant des mers qui pourrait changer le cours de la guerre en Ukraine. Normalement, il va être mis en service ou il l'est déjà. Dites-nous en plus, Néline. Alors, je vous présente le sous-marin Belgorod. C'est tout simplement le plus long sous-marin du monde avec 184 mètres de long. Il vient tout juste d'être livré à la Russie après quasiment 30 ans de construction avec quand même quelques interruptions. Alors concrètement, dans la vraie vie, ce sous-marin, il ressemble à ceci. Vous le voyez, il est évidemment immense. Sur cette vidéo, on le voit dans le chantier naval de Sejmach, c'est en mer Blanche, et hormis évidemment son gigantisme, ce sous-marin possède deux particularités, deux atouts majeurs. La première d'entre eux, c'est qu'il est capable de tirer des torpilles Poséidon. Alors qu'est-ce que c'est des torpilles Poséidon? Eh bien c'est tout simplement des torpilles drones à charge nucléaire de 24 mètres de long, 2 mètres de diamètre, avec une portée de 10 000 kilomètres, qui sont capables de provoquer des tsunamis radioactifs, autrement dit capables de raser entièrement une île, détruire les côtes d'un pays. Ça c'est le premier atout. Le deuxième atout, c'est que ce sous-marin Belgorod, il est capable de lancer des petits sous-marins nucléaires qui vont avoir des missions de renseignement ou d'espionnage ou même de sabotage, capables d'aller vraiment très en profondeur, détruire par exemple des câbles électriques qui permettent la transmission de la Wi-Fi. Et ces deux arguments, ces deux atouts majeurs, ils sont évidemment mis en avant par la Russie, qui publie régulièrement des vidéos comme celle-ci pour montrer la surpuissance de son armée. Ça, c'est une vidéo publiée par le ministère des Armées. On voit bien les deux options que permettent ce nouveau sous-marin, à la fois détruire une île et en même temps espionner par exemple un pays voisin. On parle de nucléaire avec notamment Donald Trump, l'ancien président américain, qui s'est exprimé hier sur Fox News. Voici ce qu'il dit alors.
c'est quelque chose d'assez fort. Nous sommes au moment le plus dangereux de l'histoire de notre pays, en raison de la puissance des armes nucléaires en particulier. Et je peux vous dire que nous avons une chance d'entrer dans la 3e guerre mondiale. Oui, parce que je ne veux pas voir ce pays entrer dans une guerre nucléaire et être gravement endommagé. Écoutez-le sur Fox News hier, donc il parle même de la destruction du monde qui est imminente. C'est l'anéantissement, peut-être l'anéantissement du monde. Et nous avons un homme qui n'est même pas capable d'en discuter. L'autre soir, il a dit que le nucléaire n'avait pas tellement d'importance. Ce qui compte, c'est le réchauffement climatique. Le seul réchauffement climatique qui m'importe est le réchauffement climatique nucléaire. Parce que c'est le vrai problème. Il a dit qu'il s'agissait d'une menace existentielle. Il adore les mots menace existentielle. Demain, nous pourrions avoir une guerre si dévastatrice que nous ne pourrions jamais nous en remettre. Personne ne peut s'en remettre. Le monde entier ne pourra pas s'en remettre. Il n'a pas eu le temps d'aller faire ça. Il annonce l'envoi de Mirage 2000 en Ukraine, des avions de combat que la France va céder à Kiev. Le président de la République dit par ailleurs vouloir former une brigade française, ce sont ses mots, 4500 soldats ukrainiens et qui seront équipés et formés par la France. Est-ce que vous approuvez cette initiative ? Moi, ce que je n'approuve pas, c'est qu'il en fasse ainsi la publicité. Après tout, aider l'Ukraine, bien entendu, venir exposer de manière extrêmement précise le nombre de matériel, dans quelles conditions, c'est, je pense, mettre la France et ceux qui interviennent en danger. En revanche, je suis opposé à l'envoi d'instructeurs sur le sol ukrainien, c'est-à-dire sur le sol d'un pays en guerre. Nous formons déjà des soldats ukrainiens. Nous en avons formé beaucoup en France, 10 000. Nous en avons formé en Pologne. On aurait pu continuer à faire cela. Envoyer, encore une fois, des militaires sur le sol ukrainien, c'est évidemment prendre le risque qu'ils soient des cibles. Et donc ça, c'est votre ligne rouge, Marine Le Pen. Et je vous dis très clairement que j'ai été frappée par la légèreté avec laquelle Emmanuel Macron évoque la perte potentielle de militaires français. Vous souhaitez qu'il y ait un débat à l'Assemblée sur cette question-là, un débat avec vote ? Non, encore une fois, moi je respecte la Constitution. Il a la capacité de décider ce qu'il décide. Mais on peut tout de même être en désaccord avec cela. Ce qui est sûr, c'est qu'on a le sentiment qu'il a envie d'une guerre, en fait. Il a envie d'une guerre ? Ouais, Sérieusement ? C'est ça qui me pose un problème. En réalité, on a le sentiment qu'il souhaite entrer en guerre. Et qu'il fait tout pour essayer d'aggraver la pression qui pourrait entraîner demain une escalade. On vend des armes, Marine Le Pen, partout dans le monde. C'est pas parce qu'on vend des armes qu'on est co-belligérant de tous les conflits du monde. Non, vous avez parfaitement raison. Mais on vend des armes, mais on n'envoie pas de soldats sur les terrains de combat. Or là, c'est ce qu'ils s'apprêtent à faire. Et ça change un tout petit peu, effectivement, la donne. Le président ukrainien. À l'occasion donc de ce 80e anniversaire du débarquement, en coulisses, il y aura des discussions évidemment sur la question ukrainienne. Et il se murmure qu'Emmanuel Macron pourrait annoncer l'arrivée, le déploiement de certains soldats français parmi des instructeurs, des formateurs auprès de l'armée ukrainienne. Quelles pourraient être les conséquences d'une telle annonce ? Henri Guénaud. Alors vous savez, vous vous souvenez comment a commencé la guerre du Vietnam pour les Américains ? Ils ont commencé par envoyer des instructeurs. Au bout de 4 ans, ils étaient 1 demi-million. Et ils ont fait la guerre. Voilà. Et on a tué beaucoup d'Américains. Beaucoup de Vietnamiens aussi. Hein. Mais, bon, donc, c'est toujours la même histoire. C'est une escalade depuis le début de cette guerre, voilà, c'est l'engrenage et l'escalade. On joue avec le feu, avec cet argument que je trouve absolument insupportable, qui consiste à dire « mais on avait fixé la ligne rouge à l'envoi d'armes offensives. On a envoyé des armes offensives, il ne s'est rien passé. Puis des chars, il ne s'est rien passé. Puis des avions, il ne s'est rien passé. Puis maintenant, on autorise à tirer sur le territoire russe. Et vous allez voir, il ne va rien se passer. » Le problème de ces lignes rouges, enfin de la dernière ligne qu'il ne fallait pas franchir avant que les choses tournent mal et nous échappent, c'est qu'on ne sait qu'après que c'était la dernière. Voilà. Donc, je trouve ça extraordinairement dangereux et je trouve que à ce stade, ça mériterait au moins un grand débat national, pardonnez-moi. Le président de la République a le pouvoir d'envoyer des troupes dans l'urgence, parce que l'intérêt de la France... Une force. voilà.
est menacée. Sinon, il me semble, et là il n'y a pas d'urgence, hein, on n'envoie pas un commando pour libérer des otages à Kolwezi. Là, il me semble quand même que la nation a son mot à dire. Voilà, sur quelque chose qui peut nous entraîner très très loin, qui nous entraîne déjà de plus en plus loin. Chers amis, que pensez-vous de l'évolution des tensions entre l'Occident et la Russie ? Je trouve que le président Trump a raison, nous vivons vraiment des heures les plus sombres de notre histoire et le pire c'est que Macron semble prendre à la légère ce qui se passe. Vos avis en commentaire s'il vous plaît. Je vous fais le point sur ce que l'on sait du sommet pour la paix en Ukraine, qui va se dérouler les 15 et 16 juin en Suisse. Lors de la visite en France de Volodymyr Zelensky ces derniers jours, Emmanuel Macron a confirmé qu'il participerait au sommet organisé à l'initiative de la Suisse les 15 et 16 juin. Un rendez-vous diplomatique important, plus de 2 ans après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Une initiative évoquée dès le mois de janvier. À l'occasion d'une visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à la mi-janvier, la Suisse avait annoncé avoir accepté d'organiser une conférence sur son sol, sans toutefois en préciser la date. C'est en avril que les contours de cet événement se sont dessinés. La date du 15 et 16 juin a émergé, tandis que plusieurs salves d'invitation étaient envoyées. Si dans les rangs ukrainiens, on évoque la tenue d'un sommet, la Suisse a tenu à préserver sa neutralité en préférant parler de « conférence de haut niveau sur la paix en Ukraine ». Contrairement à ce qu'avaient laissé entendre certains médias, cette grande réunion ne va pas se tenir à Genève, mais près de Lucerne, dans les Alpes de Suisse centrale. Au sein de l'hôtel de luxe du Bürgenstock, plus précisément, un lieu jouissant d'un emplacement idyllique à flanc de coteau et situé à plus de 450 mètres au-dessus du lac des Quatre Cantons. Ce site a, par le passé, attiré vedettes et diplomates, avec notamment des négociations sur le Soudan, en 2002, et sur Chypre, en 2004. Une centaine de participants, mais pas de Russie. Le président français Emmanuel Macron participera au sommet de paix pour l'Ukraine, a confirmé l'Élysée. Outre le soutien militaire à l'Ukraine, dans la durée, la France entend apporter son soutien politique et diplomatique. L'Ukraine espère obtenir un large soutien international lors de cette rencontre. Au total, plus d'une centaine de pays et d'organisations se sont engagés à participer. Les autorités suisses, en charge de l'organisation, ont plusieurs fois répété l'importance qu'elles attachaient à la participation du Sud global. C'est dans ce contexte qu'un pays comme l'Inde a notamment confirmé sa présence. Certains chefs d'État dont le président américain Joe Biden ont déjà fait savoir qu'ils ne feraient pas le déplacement. Les États-Unis seront néanmoins représentés par la vice-présidente américaine Kamala Harris, a précisé la Maison-Blanche. Aucune délégation russe n'est en revanche attendue, Vladimir Poutine et ses représentants n'ayant pas été invités. Le Kremlin a jugé absurde et futile la tenue d'un sommet pour la paix sur l'Ukraine en son absence, tandis qu'une porte-parole de la diplomatie russe a assuré que ces échanges étaient voués à l'échec. Les tiraillements chinois mis en lumière. Si la Chine a officiellement reçu une invitation, à laquelle elle n'y a pas donné suite. Elle estime en effet qu'il lui apparaît difficile de participer à ce sommet si la Russie ne s'y trouve pas conviée, une déclaration approuvée par Moscou. La Chine espère sincèrement que cette conférence de paix ne deviendra pas une plateforme pour créer de la confrontation entre camps, a déclaré un officiel chinois. Pékin revendique une neutralité dans ce conflit, mais n'a jamais condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Il faut aussi noter qu'elle a accueilli le président russe Vladimir Poutine sur son sol à plusieurs reprises depuis le début de la guerre. Les dirigeants chinois ont été pointés du doigt par Volodymyr Zelensky, ce dernier estimant que le géant asiatique tente de faire pression sur certains pays pour qu'ils ne participent pas au sommet pour la paix. Utiliser la politique de la force n'est pas le style de la diplomatie chinoise, a rétorqué Pékin, démentant ces accusations. Un programme qui se précise. L'Ukraine souhaite exposer lors de ce sommet les conditions qu'elle estime nécessaires pour mettre fin à la guerre contre la Russie. À l'approche de cette grande rencontre, Volodymyr Zelensky a évoqué 3 dossiers qui seront négociés en Suisse et que les États présents pourraient soutenir. Le premier concerne la libre navigation en mer Noire, pour protéger la sécurité alimentaire mondiale en permettant les exportations de céréales ukrainiennes. Le second concerne un accord sur un appel à faire cesser les frappes sur les infrastructures énergétiques. Enfin, le troisième point concerne le retour en Ukraine de milliers d'enfants déportés en Russie. Il s'agit là d'un crime, selon la Cour pénale internationale, qui a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Si nous arrivons à la fin du sommet à ces 3 mesures avec une majorité de pays, du monde qui les soutient, cela voudra dire que la Russie ne pourra plus les bloquer, a estimé le dirigeant ukrainien. Ces thèmes, non exhaustifs, ont été confirmés par des diplomates suisses. Vous pensez quoi de ce sommet auquel la Russie n'est même pas invitée? Que pensez-vous de tout ce qui se passe? Vos avis en commentaire. À bientôt.